Journée. Bonjour, bienvenue à Sans Détour. Cette semaine, on parle avec Julie Chatien de sylvothérapie. On rejoint par la suite Bertille Martouret qui nous parle des défis et besoins des personnes LGBTQ avec une déficience intellectuelle. Et on va terminer l'émission avec Diego Mana-Martigues, qui est DG de la division Québec de Sclérose en plaques Canada, qui va nous parler de la marche SP qui s'en vient à grands pas. On rejoint notre chroniqueuse santé bien-être, Julie Chatien. Bonjour Julie. Allô, Ilan. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Le printemps est arrivé, finalement. Oui, exact. Le printemps est arrivé et j'avais envie de parler de sylvothérapie parce que je trouve que c'est le bon moment. On retourne à l'extérieur. On a envie de contacter avec la nature. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon moment là, pour en parler. Commençons par le début. Moi, sylvothérapie, ça me disait rien. Il a fallu que je fasse des recherches. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui, comme moi, ne connaissent pas le terme? Oui, en fait, la sylvothérapie, c'est originaire du Japon. Ça désigne une pratique de soins qui va être en contact avec les arbres. On va entendre souvent aussi un bain de soleil, faire des câlins aux arbres. Donc, c'est un petit peu des appellations différentes, mais ce que ça va permettre, c'est de calmer notre système, je vais dire, au niveau plus parasympathique. Là, tu sais, quand on est en mode méditation Oui. et tout ça, là, donc ça amène un apaisement et tout ça. Donc, notre santé mentale, ça va amener un effet aussi. Donc, la sylvothérapie, c'est quand même quelque chose qui est pas très, très vieux. On commence à en parler. Là. Ça fait pas très longtemps. Puis, sylvothérapie, pourquoi? Parce que, tu sais, si on pourrait dire tout simplement un mot avec arbre. Oui. Mais sylvo, c'est parce que ça vient du latin sylva. Ce que ça veut dire, dans le fond, la sylva, c'est une technique de relaxation et de méditation. Donc, c'est un peu vraiment, comme je disais, tu sais, que c'est vraiment en lien avec, c'est comme si on s'en vient méditer, se relaxer au contact des arbres, finalement. Et de la nature, là, de façon un peu plus globale. Et c'est quelque chose, Julie, qu'on fait quand même naturellement. Hein. Les gens, on entend souvent les gens dire, bon, je vais aller me promener en nature, je vais aller à mon chalet, tout ça, ça va me calmer. Donc, c'est quelque chose qu'on sait sans le savoir, là, finalement. Même s'il y a des recherches dans les dernières années qui vont aller dans le sens qu'on pensait finalement, c'est-à-dire que c'est bénéfique là, pour notre santé mentale, notre santé physique, mais c'est quelque chose qu'on savait comme naturellement. Oui, en fait, on est instinctif, hein? On sent des choses, on ne sait pas nécessairement pourquoi, mais le contact avec les arbres, ce que ça permet justement quand on se plonge dans la forêt, les gens qui vont dire, oh mon Dieu, j'ai besoin d'aller à mon chalet en fin de semaine, j'ai besoin de me couper de tout le brouhaha de la société, toutes les communications et tout ça qui peuvent nous bombarder, c'est qu'en fait, c'est qu'on va prendre l'énergie. C'est vraiment, il y a comme un transfert d'énergie. On récupère l'énergie des arbres, puis ils nous la transmettent automatiquement. Fait que sans même qu'on va être conscient, ça va se passer. Oui. Il y a vraiment un transfert qui se fait.
Et juste à marcher, là, juste à prendre une marche en forêt, juste à s'éloigner. Puis si on ajoute à ça un contact avec l'arbre, si on ajoute à ça une pleine conscience, donc vraiment là, connecter avec mes sens, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que j'entends, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que je me sens apaisée. Tu sais, plus on va connecter avec nos sens, mais plus l'effet va être bonifié. Et Évidemment. c'est quand même intéressant parce que ça coûte rien, hein. Donc, tu sais, Non. il y a toutes sortes de techniques là, qui nous vendent à la télévision, puis un peu partout là, sur les réseaux. Et finalement, quand on revient à l'essentiel, c'est gagnant. Oui, vraiment. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que l'efficacité, parce qu'il y a vraiment une efficacité, il y a plusieurs études scientifiques, puis au cours des prochaines années, on va continuer à en avoir plein d'autres études. Là. Ça vient là, à peine là, de commencer. Mais imaginez si juste le fait d'aller connecter avec un arbre fait que je vais m'éloigner des dépressions, que ça va m'aider à une diminution de mon stress, une diminution de la tension nerveuse, l'amélioration de la concentration, de l'attention, du système immunitaire même. Imaginez, c'est comme révolutionnaire, là, c'est extraordinaire. Là. Il s'agit juste que je me sens un petit peu fatiguée, je vais aller me promener dans la forêt, puis voilà. Il y a une partie de ma santé qui va être que je vais en prendre soin. Mais c'est pour ça il y a beaucoup d'effets qu'on peut voir au niveau du transfert d'énergie. Puis ça repose tout à base sur le fait établi que le contact de la nature va être propice à développer physiquement et psychiquement un aspect qui va être plus harmonieux. Ça va nous amener, le fait qu'on va fréquenter la nature, ben ça va amener une prévention, ça peut amener. C'est pas parce que là, c'est comme là, moi j'ai un rhume en ce moment. Là. Bon, ça veut pas dire que si j'avais été me promener en forêt, j'aurais pas mon rhume, là. Oui. Mais ça va aider. C'est une prévention des maladies. Il peut y avoir une réduction de la fatigue générale, ça, absolument. Souvent, on va se dire, hey, je manque d'énergie. Ben, le fait d'aller prendre une marche dans la forêt, on revient, on est énergisé. Le fait d'avoir passé du temps à l'extérieur, ça va améliorer nos capacités cognitives. Moi, je me fais un devoir de sortir dehors. Ça, tous les jours, j'essaye. J'habite à Montréal, là, je ne suis pas dans un quartier verdois. Ben oui, quand même, mais tu sais, c'est pas une forêt, là. Oui, il y a des Mais je me limites fais à ce quand qu'on est même. capable de faire au milieu de Montréal, là. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout de prendre conscience de ça, tu sais, de dire, hey, moi, je vais sortir dehors, ça va me faire du bien, puis là, d'amener plus de conscience. J'en croise plein d'arbres quand je me promène. Il y en a plein dans mon coin, là, mais c'est pas comme une forêt. Mais moi, ça va m'arriver très souvent d'aller faire un câlin à un arbre. Évidemment, il faut trouver des arbres qui sont gros, qui sont en santé, pour avoir un bon transfert d'énergie. Si je prends un arbre qu'on dirait qui est en train de mourir, c'est sûr que ça va pas être un transfert qui va m'aider, qui va être optimal. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il va y avoir, dans les études, ils ont réalisé qu'il y a des molécules odorantes. Souvent, on va entendre ça aussi, hein, on va dire, oh mon Dieu, ça sent tellement bon dans la forêt. Non, mais il y a des molécules odorantes qui sont appelées des terpènes. Et cette odeur-là est particulière. Puis elle va, on va la reconnaître quand on se promène. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est qu'on va l'inhaler automatiquement parce qu'on est en contact avec cette odeur-là. Et le fait d'inhaler ça, ça va amener sur notre système nerveux central. Tu sais, comme je vous disais au début, un peu au niveau de l'état méditatif. Non, mais ça vient jouer au niveau de notre système nerveux central. Comme souvent, on va entendre aussi le parasympathique, là, tu sais, pour amener à se détendre, sortir de l'hypervigilance. Bon, ben, c'est les molécules qu'on va inhaler qui vont produire des hormones de bonheur, de dopamine et de sérotonine. Et plus on va amener de la conscience à travers ça, bien, plus on va renforcer l'apaisement que ça va nous amener. Plus on va dire,
tu sais, justement, là, d'aller faire une méditation dans la forêt, en plus avec tous ces bénéfices-là, c'est là que ça va faire une grosse différence. Donc, c'est quelque chose qu'on peut penser à faire de façon régulière, surtout avec le beau temps qui revient, là, ça devient plus Oui, facile là, oui. d'aller se promener. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre à l'agenda, là, puis qu'on peut se forcer, là, comme tu disais, à faire de façon régulière pour améliorer notre santé. Ouais, tu sais, ils disent, bon, évidemment, comment pratiquer la sylvothérapie et il n'y a pas là de recettes qui disent on doit le faire tant par semaine pour avoir des bénéfices. En fait, c'est plus on va y aller, plus on va finalement dire oui, c'est moi, à tous les jours, je vais sortir un petit peu ou une fois par fin de semaine, je vais vraiment aller me plonger dans une forêt. Mais en fait, si on y va déjà juste une fois par semaine, ça va déjà apporter des bienfaits qu'on va pouvoir voir au niveau du corps et de la santé mentale. Puis, si on n'a pas de forêt, parce que ça peut arriver là, qu'on n'a pas de forêt autour de chez nous, comme je disais, là, on habite à Montréal, là, parce que là, il y a des gens, j'entends, là, tu sais, qui pourraient dire, mais là, moi, j'ai pas de forêt à côté de chez moi. Oui, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on n'est pas forcément obligé d'aller en pleine forêt. On peut profiter des bienfaits de cette thérapie-là de d'autres façons. Puis, il suffit de se trouver un parc avec des arbres. Ça peut être un jardin public. Ça peut être juste que nous-mêmes, on a un jardin. Ça peut être qu'on se met à marcher nu-pieds dans notre pelouse. Si on n'a pas de pelouse, on peut aller marcher dans un parc nu-pieds. On enlève nos souliers. Il va y avoir des arbres. C'est sûr, tous les parcs qui ont des arbres. Et là, si on se met nu-pieds, on va en plus aller connecter avec les racines des arbres. Parce que, tu sais, par exemple, je vois un arbre immense, bien que là, en plus, j'enlève mes souliers, puis que je me mets où est-ce que les racines, bien là, tu sais, je peux respirer comme ça 5 minutes. Si en plus, j'ajoute à ça le bain de soleil, tu sais, l'énergie du soleil, on maximise tous les bienfaits, là. Oui, Donc, c'est puis, pour ça que je dis que, oui. excuse-moi, j'allais dire, il y a quand même des beaux espaces verts à Montréal, là, malgré qu'il y a place à amélioration, quand même des beaux parcs, là. Ben, pour ça, je dis, c'est sûr qu'il y a moyen de trouver un coin à Montréal. Mais tu sais, même si on n'est pas à Montréal, tu sais, je pense aux gens, tu sais, qui sont plus, qui habitent pas nécessairement en forêt, mais dans l'entre-deux, là, tu sais, qui habitent une banlieue, tu sais, qu'il n'y a pas de forêt à côté. Mais les autres aussi peuvent trouver des parcs autour. Tu sais, moi, je fais juste penser à ma mère qui habite à Sainte-Anne-des-Plaines. Il y a pas comme une forêt typiquement, mais juste le fait d'aller marcher dans les rues, il y a des gros, gros, gros arbres. Là. Tu sais, les rues sont remplies de gros arbres. Donc, à ce moment-là, ben, on vient amener un bienfait parce qu'on est quand même dans un milieu où est-ce qu'on va ressentir, on peut sentir là les bourgeons. Donc c'est quelque chose c'est qu'on peut tout le monde faire. C'est pas personne là, ici là, qui dit hey, moi je peux pas. Là. Non, on peut tous trouver un moment. Puis en fait, c'est dire on va prévoir un peu de temps. Parce que si on s'en va marcher dans la forêt, on fait pas ça en 5 minutes, là. On prend le temps, on se dépose, on coupe avec les connexions aussi extérieures, sinon on court-circuite le projet, là. Oui. Quand on va dans un bain de forêt, mais qu'en même temps, on entend notre téléphone qui nous envoie des notifications, on n'est pas en train de connecter puis de sortir justement du monde extérieur. Donc, on coupe volontairement avec le milieu extérieur. Puis là, comme je vous dis, on marche, on peut se mettre les pieds, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est connecter avec les sens. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Puis là, quand je vois un arbre qui m'apparaît
en très bonne santé. Hein. Je le vois, je le ressens. Là, tu sais qu'on n'est pas devant un arbre. On le sait quand il y a un arbre là, qui est complètement mangé par les besties, tu sais, Oui. les termites. Puis en tout cas, tu sais, on le voit là. Ça paraît. Fait que là, on trouve un arbre qui est gros, qui est fort, qui est en santé. Puis là, on peut mettre notre main sur l'arbre au contact, on peut ressentir, on peut respirer en mettant notre main là. Moi, j'aime ça essayer de sentir l'énergie de l'arbre. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça picote? C'est sentir comme des petites ondulations. Y a-t-il quelque chose? Puis après ça, on peut faire un beau gros câlin. Puis là, le câlin, il n'y a pas de limite. Là. On peut rester 5 minutes à tenir un arbre là, dans nos bras. J'invite vraiment les gens à le faire. Surtout si en plus on vit des moments où est-ce qu'on est stressé, où est-ce qu'on a de la peine, où est-ce qu'on est en colère, qu'on vit des émotions le plus difficiles. Ben là, on fait un gros câlin à un arbre. Là. C'est tellement bénéfique, c'est libérateur. C'est comme s'il prend toute notre émotion. Donc, ça va vraiment... c'est comme si notre respiration va naturellement se ralentir. Le rythme cardiaque va se ralentir. Il va y avoir une réduction de la tension. Donc, c'est vraiment super positif pour nous amener à changer notre état émotionnel. Mais en même temps, c'est ça, on doit s'autoriser à dire « Hey, moi j'ai envie d'aller dans un arbre. » Ça se peut qu'au contact d'un arbre, d'un coup, on se mette à pleurer, que il y a vraiment des émotions qui peuvent remonter. Puis tout ça, c'est correct. Puis c'est de savoir que l'arbre, il prend notre énergie puis nous donne la sienne en même temps. Donc, c'est un bon moment, là, avec le printemps qui commence, pour penser à faire ça. Il suffit, comme tu le disais, Julie, de le mettre dans notre agenda et puis de se donner le temps de le faire. Exactement. Merci beaucoup, Julie. Ben merci, ça a été un plaisir. C'était Julie Châtien, notre chroniqueur en bien-être, et on se retrouve après la pause avec Berthé Martouille. On est maintenant avec Berthé Martouret, qui est étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval. Bonjour, Madame Martouret. Bonjour. Vous venez nous parler de quelque chose d'intéressant. Donc, le projet Diversité pour mieux comprendre les défis et besoins des personnes LGBTQ+, avec une déficience intellectuelle. Oui. Donc, on parle vraiment de personnes donc qui vivent avec une déficience intellectuelle, mais qui ont en fait une identité de genre, non, je sais pas ce que je devrais dire une orientation sexuelle, donc qui va dans le spectre du LGBTQ+, et c'est quelque chose auquel on pense pas spontanément. On entend peu parler des personnes avec une déficience intellectuelle qui sont dans ce spectre-là. Ben oui, en effet, la plupart des gens ont tendance à assumer que dans le fond, justement, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ben sont hétérosexuelles, puis ça s'identifie dans le fond au genre qui leur a été assigné à la naissance, mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui s'identifient comme personnes LGBTQ+, là. Et on l'a dit, donc c'est quelque chose qui est moins connu. Qu'est-ce qui vous a donné envie, hein, dans l'équipe, là, d'aller voir ce type de personnes-là, puis de découvrir un peu ce que ces gens-là avaient à dire?
Ben justement, en faisant des recherches sur d'autres sujets qui sont en lien avec la déficience intellectuelle, les chercheurs et les étudiants qui ont commencé à travailler sur le projet il y a de ça déjà quelques années se sont rendus compte que c'est quelque chose qui est non seulement pas connu dans la société, mais aussi dans tout ce qui est littérature scientifique. Il y a vraiment peu de projets, dans le fond, qui s'intéressent à ça. Puis, au début du projet, justement, les chercheurs et les étudiants se sont dit que ce serait vraiment intéressant de commencer à faire de la recherche à ce sujet-là pour un peu, justement, mettre en lumière les expériences et les besoins de ces personnes-là, plus précisément au Québec, puis éventuellement, dans le fond, sensibiliser le grand public sur ces réalités-là. Oui, parce que vraiment, besoin de sensibilisation, là, vous l'avez dit, on a tendance Ouais. à assumer beaucoup de choses par rapport aux personnes en situation de handicap plus largement et des personnes qui vivent avec une DI, Mhm. particulièrement, entre autres, par rapport à leur vie amoureuse, à leur vie sexuelle. Ben oui, exactement. Et en fait, là, je crois que si je me trompe pas, vous êtes en milieu de projet. Qu'est-ce qui ressort au moment où on se parle? Ben oui, en fait, c'est ça, le projet, il y a eu plusieurs phases, puis on serait rendu comme un peu à la quatrième phase. Puis vite de même, là, la quatrième phase, c'est le moment dans le projet où on a rencontré justement et on rencontre encore des personnes qui ont une déficience intellectuelle elles-mêmes pour parler de leur expérience en tant que personne LGBTQ+. Puis ce qui ressort, c'est que en général, c'est sûr que ces personnes-là, ça reste que il y a plein de gens qui leur ont dit souvent que ils n'étaient pas au courant que les personnes qui ont une déficience intellectuelle pouvaient, mettons, être une femme, puis aimer les femmes, etc. Puis, il manque justement de sensibilisation, puis il manque aussi de milieu, dans le fond, d'aide pour pouvoir que ces personnes-là rencontrent des gens parce qu'il existe, par exemple, des applications de rencontres, etc., mais c'est pas toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont habituées d'utiliser ce genre d'application-là. Puis, il manque aussi, dans le fond, de formation des différents services, parce que, par exemple, les organisations qui sont spécialisées en déficience intellectuelle, ben souvent, ils sont pas formés pour aider des personnes qui sont LGBTQ+. Puis les organisations, justement, LGBTQ+, ben, sont pas non plus formées pour accueillir des gens qui ont une déficience intellectuelle. Fait que c'est vraiment ce qui ressort jusqu'à présent. Oui, il y a vraiment un manque d'outils là, qui répond à cette réalité-là particulière parce que les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ont besoin d'un accompagnement qui réponde à leurs particularités. Et vous le Mhm. dites bien, on n'a pas nécessairement les outils pour bien les accompagner, ce qui fait que ça peut être vu, là, j'imagine, comme euh, un rejet ou du moins comme ça peut pousser des gens qui auraient besoin de services à ne pas demander des services en ayant la crainte de ne pas bien être reçus. Ben oui, exactement. Puis vous l'avez bien dit, l'espèce de rejet, ben justement, dans la littérature scientifique, il y a plusieurs personnes qui ont dit justement avoir ressenti ce genre de rejet-là dans certaines organisations, parce que comme les intervenants ou les intervenantes ne sont pas formés, ben ça devient difficile d'intégrer, par exemple, tout ce qui est groupe de discussion, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a un certain rejet qui peut être vécu là. Et puis comme on n'a pas les outils, là, j'imagine quand même les personnes qui voudraient faire de leur mieux, puis accueillir ces personnes-là peuvent mal s'y prendre là, malgré le fait qu'ils sont de bonne foi, mais tu sais, ça demande des certaines compétences là, et certaines informations. Mais quand tu l'as pas, j'imagine que même en faisant de ton mieux, là, tu peux faire des bavures. Là. Ben oui, en effet. Puis justement, les outils, c'est sûr que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont pas forcément besoin des mêmes outils que les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc justement, les personnes qui sont des personnes intervenantes dans des organismes, ben ça peut être difficile pour elles justement de d'épauler des gens qui ont une déficience intellectuelle parce que, ben, par exemple, leurs formulaires, ils sont pas faciles à lire, pas faciles à comprendre.
Puis leurs outils sont trop compliqués aussi à comprendre. Donc, il y a vraiment plusieurs obstacles là, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui sont LGBTQ+. Oui, puis encore faut-il, vous l'avez dit, que ce soit adapté, mais encore faut-il également, et vous l'avez dit en début d'entrevue, qu'on s'intéresse à ça, puis qu'on se rende compte qu'il y a un problème, qu'il y a un vide, alors qu'on en parle, j'ai l'impression, encore très peu. Mhm. Ben oui, puis c'est pas parce que les organismes sont fermés d'esprit, c'est vraiment juste parce que on n'y a comme jamais pensé tant que ça avant. Puis là, ça commence petit à petit, mais c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, là. Oui, il y aura toujours du travail à faire, mais Ben oui. effectivement, là, vous le dites, là, ça commence, je pense que c'est un pan de la recherche qui commence à s'ouvrir de plus en plus. Vous Mhm. travaillez avec Mme Élise Millot, qui Ouais. est une des personnes là, qui travaille beaucoup à ce sujet-là au Québec. Il y en a d'autres, bien sûr. Là. Il y a quelques chercheurs qui sont très expérimentés, qui commencent à en parler, puis à ouvrir ce livre-là, mais vous l'avez dit, là, ça commence tout juste. Donc, il faut vraiment, je pense, aussi sensibiliser les gens à cette réalité-là. Puis peut-être qu'avec nos proches, des personnes qui ont des déficiences intellectuelles dans notre entourage, à être peut-être un peu plus ouverts à cette discussion-là. Ben oui, c'est sûr que ça commence en premier lieu dans notre entourage, là. Mais oui, en effet, ça commence tout juste au Québec. Il y a un peu partout dans le monde aussi, là, mais moi, je parle Oui, à propos du Québec, là. oui, effectivement. Ben, en fait, tout est relié. Hein. Quand ça commence ailleurs, on le voit venir et puis on commence ici aussi. Ouais. Les travaux que vous êtes en train de faire vont aider d'autres chercheurs à s'y intéresser également. Donc, très rapidement, là, pour la suite, là, qu'est-ce qui vous reste à faire dans les prochaines étapes? Ben là, on rencontre encore des personnes qui sont littéralement concernées, donc des personnes qui ont une déficience intellectuelle LGBTQ+. On est en plein dans notre collecte de données en ce moment. Donc, après ça, c'est sûr qu'on va faire comme on va faire différentes choses avec tous ces résultats-là pour essayer d'émettre des recommandations puis de mieux comprendre, en fait, ce que les adultes LGBTQ+, qui ont une déficience intellectuelle au Québec vivent. Puis après ça, c'est sûr qu'on va continuer à sensibiliser le grand public avec ce projet-là pour que les gens ils en apprennent plus puis ils soient au courant que c'est quelque chose qui se peut et qui est tout à fait normal là, dans le fond. Merci beaucoup de votre travail, Madame Bertille Martouret. Vous êtes étudiante à la maîtrise en travail social à l'Université Laval et vous travaillez sur un projet de diversité. On attend vos conclusions avec grande impatience. Merci beaucoup, Merci et Elisabeth. bonne journée. Au revoir. Vous écoutez Sans détour. Notre troisième invité est M. Diago Mena-Martinez, qui est directeur général de Division du Québec de Sclérose en plaques Canada. Et on va parler de la sclérose en plaques et aussi donc de la marche SP qui vient, qui s'en vient bientôt. Donc, le Canada a fait l'un des plus forts taux de sclérose en plaques du monde. Hein. C'est quelque chose donc, qui est très, malheureusement, très connu ici, particulièrement là, pour les femmes qui sont 3 fois plus susceptibles que les hommes d'avoir la sclérose en plaques. Et donc, c'est important à parler, c'est important de sensibiliser les gens, c'est important aussi de ramasser des fonds. Et on en parle avec M. Martinez. Bonjour, M. Martinez. Bonjour. Donc, vous venez nous parler, je l'ai dit, de la sclérose en plaques qui est beaucoup trop présente ici au Canada, mais également de la marche SP qui va avoir lieu, donc ce mois-ci, le 25 mai 2025. Effectivement, en fait, toutes les 2 heures, comme vous l'avez dit, toutes les 2 heures, on a un diagnostic de sclérose en plaques au pays pour un total de 90 000 personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques au Canada et près de 20 000 personnes au Québec. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont touchés par la maladie et c'est une maladie encore qui est très peu connue et dans laquelle il faut encore beaucoup de sensibilisation. Et le Canada a fait l'un des taux les plus importants au monde. Est-ce qu'on sait pourquoi au Canada particulièrement? Oui, de plus en plus les recherches actuellement se rendent compte en fait qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui sont en corrélation avec la maladie.
D'une part, la position géographique du Canada, on est un pays nordique où il y a moins de vitamine D. Donc, c'est un des facteurs justement de risque de la maladie. Et il y a d'autres facteurs en fait qui sont également associés. Et de plus en plus, la recherche, et surtout dans ces dernières années, la recherche a mis en évidence qu'il y a d'autres facteurs tels que le virus de la mononucléose, le virus plus connu sur le nom scientifique de Epstein-Barr. Ce virus, en fait, on sait maintenant que 100% des personnes qui sont atteintes de la sclérose en plaques sont porteuses du virus et qu'environ 34% en fait des personnes qui ont de la mononucléose peuvent développer en fait la maladie. Donc on voit aussi il n'y a pas juste un facteur qui est le facteur qui cause nécessairement la maladie, c'est vraiment une multitude de facteurs ensemble qui font en sorte en fait que la maladie se développe. Il y a aussi des éléments génétiques, par exemple. Donc, actuellement, la recherche nous arrive à mieux identifier ces différents éléments, mais en raison de notre position géographique et de ce manque de vitamine D, le Canada est tout de même, en fait, un des pays qui a le plus haut taux de sclérose en plaques du monde. Et parlez-moi de votre organisme, Sclérose en plaques Canada, la division québécoise aussi particulièrement. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous offrez comme service? C'est quoi votre mission? Oui, bien sûr, notre mission, c'est bien évidemment de pouvoir offrir des services en fait à toutes les personnes qui sont atteintes pour améliorer leur qualité de vie et également de pouvoir contribuer à la recherche. En règle générale, l'organisation au Canada, ça fait déjà depuis 76 ans en fait qu'elle existe. On a donné près de 300 millions de dollars en fait à la recherche sur les scléroses en plaques, ce qui nous a permis justement de passer dans les 10 dernières années de un traitement qu'il y avait en 93 à une vingtaine de traitements qui sont actuellement en cours. Et ces traitements, qu'est-ce qu'ils permettent? C'est justement permettre à toutes les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques de pouvoir améliorer leur qualité de vie en contrôlant les symptômes de la maladie. Oui. Mais en dehors de ça et en dehors de la contribution à la recherche, au Québec, nous avons 18 bureaux régionaux et à travers de tous ces 18 bureaux régionaux, on permet d'offrir en fait des services directs à la population, notamment des services d'activité physique, nutrition, brisoler aussi l'isolement en fait des personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Donc, tout ce beau réseau de monde qui entoure avec plein de bénévoles nous permettent justement d'offrir des services un petit peu directs à la population qui sont quand même si nécessaires. Oui, et je ne suis pas du tout spécialiste de la sclérose en plaques, mais je pense savoir que l'activité physique, le fait de bouger, le fait d'être socialement entouré également, ça aide beaucoup à diminuer les symptômes. Absolument. Ça fait partie de ce qu'on appelle la prévention tertiaire et de plus en plus de recherches se pensent sur cette question-là. Les personnes qui font de l'activité physique améliorent leur pronostic avec la maladie. Et dans le cas de la sclérose en plaques, comme c'est une maladie justement qui est dégénérative, qui affecte aussi tout le côté physique de la personne, mais aussi cognitif, mais surtout physique, le fait de pouvoir être actif et de pouvoir faire des activités physiques dans leur quotidien, ça permet justement d'améliorer, de pouvoir mieux contrôler certains symptômes, aussi le sommeil, etc., etc. Donc il y a de plus en plus de recherches qui se penchent sur la question de la prévention. Et comme je le disais tantôt, et ça, c'est tout nouveau. Là. En ce moment, on se rend compte qu'il y a des facteurs de risque qui sont comme le virus, qui nous permettent justement de contrôler avant même que la maladie se développe. Mais on se rend compte aussi qu'il y a certains signes et symptômes qui apparaissent même avant que le diagnostic se pose. Donc, actuellement, on pose un diagnostic et il y a certaines recherches qui se rendent compte que les signes et symptômes apparaissent 10 ans avant le diagnostic de la personne. Donc, plus on essaie de diagnostiquer de façon précoce la maladie, puis plus on va pouvoir mieux la traiter et que les personnes puissent avoir une meilleure qualité. Et dans le cas de l'activité physique, c'est vraiment lorsque la personne a déjà la maladie, on parle un petit peu plus de la prévention tertiaire, c'est là qu'on se dit de quelle façon les personnes qui ont la maladie peuvent améliorer leur qualité de vie à travers des activités physiques et la nutrition notamment, qui permettent justement tout ça d'améliorer le pronostic de la personne. Évidemment, ça joue aussi sur la santé mentale, hein, le fait de ne pas être isolé, le fait de voir des gens, le fait de pouvoir en parler, ça joue aussi hein, sur le fait d'être en santé mentale et le fait d'être en santé psychologique, ça aide aussi à réduire les symptômes. Là. Beaucoup, beaucoup. Je pense que
il y a tout un volet aussi du développement un petit peu cognitif de la maladie. En fait, ça touche quand même aussi le volet cognitif. Et puis le fait justement de pouvoir être entouré, de briser l'isolement des personnes à travers tous les services qu'on offre, surtout au niveau de la province, ça nous permet justement de pouvoir tisser des liens, de pouvoir briser l'isolement et de pouvoir un petit peu équilibrer notre stress, notre certaine anxiété qui peut venir avec la maladie. Et puis tout cet épaulement par les pairs, ça crée aussi une belle communauté de personnes qui sont à côté pour pouvoir aussi bâtir la mission qu'on essaie d'avoir, nous, à Sclérose en plaques Canada, en fait, au Québec. Oui, votre travail est important et vous l'avez mentionné aussi, le travail de tous les bénévoles. Là, ça fait vraiment une différence au niveau des symptômes qui sont ressentis par les personnes qui ont la sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment très, très important pour vous d'avoir des bénévoles et d'avoir une communauté qui vous soutient. Absolument. Je pense que les bénévoles sont la pierre angulaire de tout ça. Là. C'est vraiment les personnes qui se mobilisent, qui nous permettent de faire un travail terrain avec toutes les personnes qui sont atteintes. Et c'est justement tous ces bénévoles-là aussi qui vont organiser le 25 mai prochain la marche pour la sclérose en plaques. Donc ça, c'est un événement en fait qui a lieu le dimanche 25 mai prochain. Et dans cet événement, il va y avoir 16 marches au Québec, aux 4 coins de la province. On a un objectif justement de collecte de fonds de $800 000. Tous ces fonds-là nous permettent justement de continuer à offrir ces services et continuer à contribuer à la recherche sur les scléroses en plaques. Oui, vous avez lu dans ma tête, là, j'y venais justement à la marche SP parce que ça arrive vite, là, vous l'avez dit, donc le 25 mai, et les gens peuvent participer à cette marche-là. Et puis, ça permet, vous l'avez dit également, de ramasser des fonds parce que vous avez besoin quand même de sommes importantes. Donc, pour les personnes qui souhaitent participer, qu'est-ce qui est offert là, pendant cette marche-là? Déjà, j'invite en fait tout le monde à pouvoir s'inscrire à la marche SP via la page web marchesp.ca. Donc, via marchesp.ca, vous pouvez trouver, selon votre lieu où vous êtes, vous pouvez trouver la marche la plus proche. Donc, vous pouvez participer avec vos familles, avec vos proches, d'une part. Puis, vous allez avoir dans chacune de ces marches des petits villages qui sont là pour pouvoir accueillir tout le monde. Et puis, bien évidemment, un parcours de marche où tout le monde va pouvoir marcher ensemble et ensuite partager un moment avec les différentes communautés. Donc, ils peuvent trouver en fait de la musique, des activités pour les enfants. C'est très familial. Bien évidemment, un kiosque en fait d'alimentation, etc., etc. Donc, il y a vraiment tout un petit village qui se trouve en fait dans chacune des marches et qui permettent aux gens aussi de se rencontrer et de pouvoir être en fait en solidarité avec d'autres personnes qui sont touchées avec la maladie. Quelles sont les distances qui sont offertes pour cette marche-là? Normalement, c'est les 5 km maximum qui se forment, et bien évidemment, on va au rythme des personnes. Puis les personnes peuvent très bien faire un parcours un petit peu plus court. Donc, et chaque marche a aussi des différents types de parcours. Donc, moi, j'inviterai tout le monde en fait à regarder marchesp.ca et trouver votre lieu. Et là, vous allez trouver exactement le parcours que vous allez faire. Mais en règle générale, les marches sont de 5 km. C'est quand même très faisable en fait pour les personnes. Et parfois, si la personne ne peut pas se déplacer trop, la personne pourrait faire un parcours un petit peu plus court pour pouvoir participer à l'événement. Il y a aussi moyen, j'imagine, de participer avec des fauteuils, des fauteuils roulants, par exemple. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est accessible et c'est vraiment ça la volonté, que ce soit accessible et inclusif pour toutes les personnes en fait qui sont atteintes. Et bien évidemment, dans le cas de sclérose en plaques, on inspecte les personnes selon la difficulté physique de la personne par rapport à sa maladie. Donc, on essaie que tout le monde puisse avoir accès, que ce soit accessible et que tout le monde puisse profiter de ce moment qui est un grand rassemblement pour tout le monde. Puis après le 30 mai, c'est notre œillet virtuel, donc à toutes les personnes qui souhaitent participer et partager l'œillet virtuel. Il va être dans les réseaux sociaux et on va pouvoir créer un petit peu un mouvement autour de l'œillet virtuel qu'on partage. L'œillet, c'est notre fleur en fait de la maladie. Donc on souhaite quand même de façon symbolique prendre ce moment et puis pouvoir le partager avec tout le monde au sein du 30 mai qui est la journée vraiment de la sclérose en plaques. C'est quand même intéressant, ça, comme mouvement, là, c'est-à-dire le partage de cette fleur-là qui est symbolique là, pour vous. Absolument. L'œillet, c'était, pendant longtemps, on vendait aussi des œillets. Au fur et à mesure, justement, on a changé pour que ça soit plus de façon virtuelle. Et ça permet à tout le monde
de pouvoir le faire. Ça crée un mouvement un petit peu partout dans lequel toutes les personnes peuvent, qui veulent sensibiliser ou qui sont atteintes ou qui ont quelqu'un qui est atteint de sclérose en plaques, de façon à pouvoir être avec eux de façon même virtuelle. Parfois, on peut participer à cet événement de façon virtuelle. Ça crée un beau mouvement avec une belle couleur rouge, notre couleur de l'œillet. Oui, c'est tout simple hein, pour les gens qui ne pourraient pas se Oui, déplacer là, pour la marche pour différentes raisons. oui. Ils peuvent quand même participer donc, au mouvement le 30 mai. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui est facile à faire là, pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Je pense que j'invite à tout le monde à pouvoir participer soit à la marche, soit à ces activités de sensibilisation. Et puis passer la voix. Je pense que c'est important de pouvoir sensibiliser sur la cause. En fait, c'est une maladie qui est quand même un petit peu encore peu connue. Donc, si vous avez des personnes et si vous pouvez justement parler sur le besoin de pouvoir continuer à contribuer à la recherche, et la recherche qui fait des grands pas et qui a permis justement à toutes ces personnes d'avoir une meilleure qualité de vie. Et à long terme, on espère toujours en fait de pouvoir trouver un remède, une solution pour un jour dire qu'on a un monde sans sclérose en plaques. Oui, donc on vous le souhaite hein, dans les prochaines années de trouver quelque chose, un remède qui serait plus permanent. En attendant, donc, les inscriptions sont ouvertes pour la marche, vous l'avez dit, donc marchesp.ca pour les gens qui voudraient s'inscrire ou qui voudraient avoir plus d'informations ou même peut-être venir encourager, si c'est pas possible pour eux de faire le parcours. Donc, et on peut aller sur le site Internet, là, je répète, marchesp.ca pour avoir plus d'informations. Et de votre côté, j'imagine que le mois va être quand même assez chargé à organiser tout ça. Oui, absolument. En fait, on est toute une équipe qu'on pousse fort en fait pour qu'il y ait plusieurs de participations en fait à notre marche. On a aussi Marilyn Castonguay qui est notre ambassadrice de la marche qui va être présente en fait à la marche de Montréal et qui aussi fait pas mal de sensibilisation tout au long de ce mois-ci. Donc, pour toutes les personnes en fait qui veulent participer, vous pouvez participer. Si vous avez besoin aussi d'informations, comme vous l'avez dit, la marche est aussi un moment dans lequel vous allez trouver des personnes qui vont pouvoir être là pour vous écouter. Puis, oui, on invite tout le monde à pouvoir faire partie de ce rassemblement pour avancer ensemble. Je pense que chaque victoire compte et puis chaque petite victoire qu'on va faire le 25 mai, que ce soit 5 km, 1 km ou que ce soit juste d'y aller, nous permet d'avancer un petit peu plus ensemble et puis arriver à avoir une meilleure contribution pour toutes les personnes qui en ont besoin. Monsieur Martinez, merci beaucoup de votre travail à vous et à votre équipe et aux bénévoles. Là, je sais que vous devez être très, très occupés ces jours-ci. Vous êtes donc directeur général de Division Québec de Sclérose en plaques Canada et on invite les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées à aller sur votre site Internet pour plus de détails. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bon après-midi, merci.
On termine l'émission avec la revue de presse et on commence une fois de plus avec une nouvelle sur nos amis américains. Hein, donc, on a parlé dans les dernières semaines, il y a eu une coupe importante de l'aide humanitaire de la part des États-Unis depuis l'arrivée du nouveau président. On parle donc de 83% de l'aide humanitaire des États-Unis, du budget d'aide humanitaire des États-Unis qui a été coupé. Évidemment, on ne peut pas couper 83% d'un budget sans que ça ait des répercussions importantes. Et on parle encore une fois de Handicap International, là, qui est un des organismes qui est le plus touché par ces coupures-là. Qui nous parle vraiment de catastrophes là, dans plusieurs pays où l'aide humanitaire était importante. On parle donc d'aide humanitaire dite non vitale. Par contre, quand on parle d'aide humanitaire dite non vitale, ça a quand même, et vous allez voir, des répercussions vitales. À long terme, on parle par exemple là, de personnes là, qui n'auront pas accès donc à des protèges adaptés, malgré le fait qu'il y avait des protèges adaptés qui avaient été faits donc sur mesure pour ces personnes-là, mais qui ne seront pas livrées aux personnes qui en auraient besoin parce que l'aide a été coupée. Donc, ces protèges-là qui étaient faits sur mesure, donc, vont être mises au rebut. Hein. Déjà, c'est quelque chose là, qui est quand même assez choquant. Également, on parle donc de malnutrition et de soins médicaux de suivi qui ne seront pas donnés à des personnes qui en ont besoin. Donc, on parle de 42% de l'aide déboursée dans le monde avec 42,8 milliards de dollars qui vont être coupés à l'organisme USAID. Donc, quand même 42%, c'est énorme. On parle donc de cas de malnutrition qui vont s'aggraver parce que on considère pas comme étant urgent d'aider des personnes là, qui ont une nutrition de base pour survivre. Par contre, la nutrition de base pour survivre va quand même apporter une malnutrition qui va faire en sorte de faire exploser les cas d'enfants de moins de 5 ans qui ont des problèmes de malnutrition, qui vont éventuellement souffrir évidemment de problèmes de développement dû à la malnutrition. Donc, on considère ça comme étant, entre guillemets, non vital, puisque ces enfants-là sont capables de survivre malgré le fait qu'ils sont en malnutrition importante et que ça va causer évidemment des problèmes de santé physique éventuellement et peut-être dans certains cas malheureusement là, causer la mort de ces personnes-là parce que ces enfants-là n'auront pas le corps physique assez fort là, pour répondre à différents virus, à différentes maladies. Donc, ce qu'on appelle le non vital, ça reste à voir parce que évidemment ça va avoir des répercussions et certaines personnes vont malheureusement en mourir. Donc évidemment Handicap International appelle le gouvernement américain à revoir cette coupe-là de 83% pour éviter qu'à long terme ça fasse des dommages parce que si à court terme ce n'est pas vital, à long terme ça va le devenir. Malheureusement, évidemment, le gouvernement américain n'a pas répondu aux demandes d'Handicap International. On revient maintenant au Québec alors qu'il y a un guide d'intégration des enfants dans les camps de jour qui a été fait. On aura peut-être la chance, si on essaie d'avoir quelqu'un de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes en situation de handicap, le AQLPH, pour venir nous parler du guide pour l'intégration des enfants en situation de handicap dans les 30 jours. On pourra peut-être en reparler avec une personne de l'organisme la semaine prochaine, mais on salue à tout le moins l'apparition de ce guide-là pour aider à l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les 40 jours parce qu'évidemment, là, pour les parents, souvent, c'est une période d'été où ils doivent travailler. Puis quand on a un enfant en situation de handicap qui ne peut pas aller dans les 40 jours,
régulier, ben, ça devient un casse-tête là, pour les parents de continuer à travailler et de s'assurer la garde de l'enfant pendant que les écoles sont fermées. Donc, on salue l'initiative de l'Association québécoise pour les loisirs des personnes handicapées et on espère pouvoir vous en reparler la semaine prochaine. On a aussi Dominique Salgado, à qui on a parlé dans les dernières semaines, qui est venu nous parler de son organisme Cap-Vie, qui a écrit une lettre dans le Devoir qui demande à Mark Carney, qui est le nouveau premier ministre sur un gouvernement libéral minoritaire, de rouvrir le ministère de la Diversité et de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap. Le ministère avait été fermé. En fait, le ministre avait été donc coupé à l'arrivée de Mark Carney lorsqu'il a pris la place de Justin Trudeau un peu avant les élections. Je n'ai pas évidemment le temps de vous rappeler tous les événements, mais il est rentré un peu comme un cheveu sur la soupe, et donc il a créé des ministères qui le disaient à ce moment-là temporaires là, pour répondre à la tempête au Parti libéral avant les élections. Maintenant que les élections sont faites et que le gouvernement donc est entré de façon minoritaire, on appelle donc Mark Carney à rouvrir le ministère de la Diversité et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap. Dominique Salgado, qui est directeur général du Cap-Vie, rappelle que le Canada s'est engagé à l'international à respecter les droits des personnes en situation de handicap. Et dans la même veine, la FADOC appelle à remettre en place un ministère des personnes aînées. Ça porte évidemment un message clair pour le gouvernement Carney d'enlever ces ministères-là. Et on espère qu'il reviendra donc sur sa décision maintenant qu'il est élu pour être capable de bien représenter les personnes qui ont des difficultés d'inclusion dans la société, y compris les personnes en situation de handicap, et d'avoir un ministère pour les représenter au gouvernement, parce qu'évidemment, ils vivent des enjeux importants, particulièrement avec le vieillissement de la population. Donc, évidemment, on verra si la lettre de M. Salgado est attendu par quelqu'un dans les prochaines semaines. Le ministère de Mark Carney devrait nommer ses ministres dans les prochains jours, alors qu'il vient d'être élu. Donc, on verra à quoi ça rime tout ça. On demande également une bonification du surplus garanti pour les personnes âgées. C'était une promesse électorale. Une pension de vieillesse de plus de 10%. C'était également une promesse électorale, et un régime canadien pour les personnes en situation de handicap. C'était une promesse électorale également. On espère qu'il tiendra ses promesses et que ce sera bonifié pour les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est tout pour nous pour Sans détour cette semaine pour la revue de presse. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. Merci à Mathieu Tessier à la régie, merci à Claire Guérin à la recherche, et on vous souhaite une bonne semaine de soleil de printemps. Merci beaucoup, bonne semaine. Bye.